Au Maroc, en Somalie, au Tchad ou encore au Kenya et même à Djibouti, parmi ces pays, qu'ils aient été cités ou non, où se retrouveront les troupes américaines chassées du Niger. Après, bien sûr, cette annonce faite par le CNSP le 16 mars dernier, à savoir la dénonciation avec effet immédiat des accords militaires entre Niamey et Washington. On rappelle que ces accords dataient de 2012 entre les deux pays. Le gouvernement a d'ailleurs estimé que la présence militaire américaine était d'ores et déjà illégale sur son territoire, mais également que ces accords n'avaient jamais été consentants, mais plutôt qu'il s'agissait d'accords unilatéraux. Voilà donc de quoi nous parlons dans le cadre de cette émission, et la principale question à laquelle nous tenterons de répondre sera: où iront les troupes américaines chassées de Niamey? Merci à tous de nous regarder et merci à Dr Sango qui est l'invité de ce programme Regard panafricain, politologue et internationaliste. Merci à vous d'être avec nous dans le cadre de cette émission. Bonsoir. Bonsoir Madame Cassandra Abegoudé, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis encore là ce soir. Je vais dire bonsoir à la galaxie panafricaniste, bonsoir à toute l'Afrique, à tous les Africains qui sont repartis dans les 5 coins du monde. Bonsoir à la technique qui est portée de manière magistrale par le très cher ami Elé. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, c'est encore un plaisir d'être là dans le cadre cette fois-ci de l'émission Regard panafricain parce que ça faisait un peu un bout que je n'ai plus assisté à cette émission. Donc c'est un plaisir, c'est avec un plaisir renouvelé que je suis encore là pour parler à l'Afrique, cette fois-ci sous le couloir de cette émission. J'ose croire que ma présence pourra essayer d'apporter des esquisses réponsionnelles à ces deux grandes problématiques que vous avez décidé de mettre sur la table. Merci d'être là encore ce soir. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Regard panafricain démarre dans quelques secondes seulement. Merci d'être avec nous sur For You Media Africa, nos différentes plateformes internet, mais également vos petits écrans, je n'en mettrai pas, que vous nous recevez à travers la radio, la 96.3 FM, For You Radio, la radio panafricaine pour ceux qui sont à Douala et ses environs partout au Cameroun. Merci car votre fidélité, elle nous honore. Docteur Sango, nous parlons donc de ce retrait américain du Niger. On rappelle, avant de parler de de la prochaine destination des forces militaires américaines, parlons déjà de la réaction des États-Unis après cette annonce, ce communiqué du CNSP lu par le porte-parole de celui-ci. Eh bien, Washington estime qu'il faut d'ores et déjà d'abord apporter des explications à cette attitude, même si dans la même communication, l'on constate que Washington dit avoir eu des signes avant-coureurs avant que ce communiqué soit rendu public. Oui, je pense que l'action même du gouvernement nigérien en elle-même porte déjà les raisons de son implémentation. Aujourd'hui que les États-Unis en sont en demander des explications, des justifications, je pense que ce serait, n'est-ce pas, très mal lire les implicites qui se cachent derrière cette action du Niger, parce que cette action n'a pas été implémentée ex nihilo. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont motivé, n'est-ce pas, les autorités nigériennes aujourd'hui à la tête de ce pays et à prendre cette action-là. Si on peut rapidement évoquer quelques-uns, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les autorités nigériennes ont compris que cet accord militaire qui avait été signé en 2012 était arrivé en échéance d'abord, d'accord? Parce que lorsqu'on signe les accords sur le plan bilatéral comme sur le plan multilatéral, ce ne sont pas des accords éternels, ce ne sont pas des accords définitivistes, ce sont des accords qui sont généralement liés dans le temps et même dans l'espace. Dans cette logique, il est clair que 2012-2022
cet accord-là était déjà arrivé en échéance parce qu'il avait été signé pour 10 ans. Donc, voilà le premier élément justificatif qui a motivé la décision d'un pays comme le Niger et que les États-Unis devraient comprendre. Après donc l'échéance de cet accord, il y a souvent plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est quoi? C'est que les États peuvent décider de reconduire l'accord, les États peuvent décider de redéfinir l'accord, comme les États peuvent décider de mettre tout simplement un terme à cet accord-là. Et on prend généralement l'exemple avec les accords lyonnais qui avaient été signés entre les pays occidentaux, les pays colonisateurs et l'Afrique au sortir des indépendances. Ces accords-là avaient été signés pour 50 ans. Et on a vu donc en 2009, année à laquelle ces accords-là sont arrivés en échéance, on a vu le comportement de certains États africains. Il y a certains qui ont décidé de les reconduire, il y a certains qui ont décidé de les redéfinir, et il y a certains qui ont décidé de sortir tout simplement de ces accords-là, à l'instar du Cameroun. Donc, comme élément explicationnel, premier élément, c'est cet élément de la temporalité et du délai. C'est arrivé en échéance et le Niger a décidé de ne pas reconduire. Deuxième élément également explicatif qu'on peut relever pour expliquer l'action du Niger, c'est quoi? C'est que ces autorités militaires étrangères là ont été déployées sur le sol nigérien pour un objectif bien précis. Ils ne sont pas arrivés là parce que ils faisaient du tourisme. Ils sont arrivés là, ces militaires-là, parce qu'il fallait donner un coup de pouce au gouvernement nigérien d'endiguer le terrorisme sur le terrain. Or, dans les faits concrets, on s'est rendu bel et bien compte que ces terroristes-là, ou alors ces militaires-là, ne faisaient pas ce pourquoi on les avait déployés sur le sol nigérien. Ces militaires-là collaboraient avec les terroristes. Ces militaires-là donnaient du renseignement aux terroristes. Et ces militaires-là, n'est-ce pas, à travers beaucoup de preuves que le gouvernement nigérien a eu à établir sur le terrain, étaient devenus des adjuvants des terroristes au moment où on pensait que c'était des véritables opposants à ces terroristes. Donc voilà le deuxième élément explicationnel, c'est que ces militaires-là n'ont pas eu, n'est-ce pas, la capacité à atteindre l'objectif escompté sur le terrain. Troisième et dernier élément qu'on peut rapidement évoquer pour comprendre l'action du Niger, c'est quoi? C'est que c'est l'attitude même diplomatique d'un État comme les États-Unis, qui dernièrement, en envoyant leur sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, a violé totalement les règles diplomatiques, les règles, n'est-ce pas, des relations internationales liées au protocole diplomatique. Puisqu'on a vu que lorsque ce représentant des États-Unis est arrivé au Niger, au lieu de poser la coopération bilatérale entre le Niger et les États-Unis sur la table comme étant élément de leur rencontre, ces autorités-là ou ce pays-là, à travers son émissaire, est allé très loin en violant un principe cardinal des relations internationales et plus précisément celui de la non-immixtion dans les affaires internes d'un État, en disant que le Niger ne devrait pas collaborer ou entretenir des partenariats avec d'autres pays, à l'instar de l'Iran et de la Russie. Donc à partir de ce moment, le Niger a compris que il était important de recadrer rapidement ce partenaire belliqueux qui n'arrive pas à le respecter en tant que tel comme pays souverain, parce que vous savez que ce qui caractérise aujourd'hui ces autorités nigériennes aujourd'hui, c'est la soif de prendre en main leur souveraineté. Et comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, la souveraineté, contrairement à ceux qui pensent souvent que c'est un simple mot philosophique, la souveraineté, c'est un acte qui s'implémente par des actions pratiques sur le terrain. Donc, dans ce contexte-là, il était clair que ces trois éléments étaient suffisants pour mettre un terme à cet accord militaire qui liait le Niger aux États-Unis. Maintenant que cette décision-là a été prise, les États-Unis n'ont qu'à prendre acte. Ils n'ont qu'à prendre acte. Ils n'ont plus quelque chose à reprocher au Niger. Il n'y a plus de justificatif qui puisse tenir, parce que cet acte-là emporte en lui-même les éléments de son explication.
Hmm. Merci, docteur Sango. Mais alors, comment comprendre ce que les États-Unis reprochent aujourd'hui au Niger dans la trajectoire? Parce que ce sont les propos qui ont été prononcés par Washington. Ils reprochent aujourd'hui à Niamey d'avoir donné une trajectoire étrange à la transition en cours, ce qui n'était pas prévu. Est-ce que Washington essaierait de faire comprendre à l'opinion publique qu'il fallait pour le Niger consulter Washington à chaque fois qu'il y a des propositions de partenariat, des propositions de coopération, par exemple entre la Russie ou encore entre la Russie et le Niger ou encore entre l'Iran et le Niger? Oui, c'est vrai que ce que les États-Unis sont en train de dire là, c'est vrai que le Niger, comme le Mali, comme le Burkina Faso, ont décidé de prendre une trajectoire totalement différente. Donc, lorsque les États-Unis font cette remarque-là, ça montre que ces pays-là pensaient que les pays africains devrait toujours rester dans cette dynamique colonialiste, cette dynamique impérialiste qui consistait à faire que chaque fois qu'il faut prendre une décision, il fallait toujours demander la permission. C'est dans cette logique-là que les États-Unis s'inscrivent pour poser cette action-là. Donc aujourd'hui, ils sont un peu dépassés. Ils n'arrivent pas à comprendre ce changement subreptice du Niger, ce détournement inopiné du Niger qui a décidé de donner à leur souveraineté, de donner à leur philosophie politique une trajectoire nouvelle qui est celle, n'est-ce pas, de la souveraineté et même du développement économique. Donc, lorsque les États-Unis font cette sortie-là, vous comprenez bel et bien que c'est une sortie qui vise tout simplement à montrer que ces États occidentaux ont pensé l'Afrique comme étant une entité qui devra rester éternellement sous leur domination. Dans leur tête, c'est que l'Afrique ne devrait jamais sortir de leur influence. Dans leur tête, c'était que l'Afrique devrait tout simplement être cet éternel enfant qui, avant d'agir, doit toujours demander la permission. C'est dans cette logique-là qu'il faut comprendre là, les explications ou alors la surprise de Washington de la trajectoire prise par le Niger. Il n'y a pas d'autre explication qui peut expliquer cela. C'est tout simplement parce que dans leur tête, c'est que l'Afrique était ce continent-là qui ne doit pas s'émanciper, s'affranchir de leur domination. Merci, docteur Sango, pour ces premiers jets sur la question. Parlons à présent de ce redéploiement des États-Unis. L'on sait qu'à l'image forcément de la France qui avait retiré ses troupes du Mali, du Burkina Faso pour les renvoyer ailleurs, eh bien, il se pourrait que les États-Unis effectuent le même schéma, reproduisent le même schéma du côté du Niger. Mais alors, on s'interroge avec vous dans le cadre de cette émission Regard panafricain sur quel pays les États-Unis pourraient jeter leur dévolu. Alors on a essayé de voir en Afrique du Nord, on a pu constater des liens d'amitié avec certains pays de cette région-là, peut-être comme le Maroc. En Afrique de l'Est, on a pu citer tout à l'heure Djibouti, on a pu citer évidemment le Kenya et autres pays. Au vu de votre analyse, docteur Sango, peut-on penser que le retrait des forces militaires américaines du Niger puisse déboucher à un déploiement dans plusieurs autres pays africains? Oui, la question que vous posez est pertinente dans la mesure où aujourd'hui ce serait un leurre que de penser que le retrait de ces forces militaires américaines du sol du Niger va pousser ces militaires-là à rentrer chez eux aux États-Unis. Et c'est un leurre que de penser de cette façon-là. Donc aujourd'hui, l'hypothèse la plus plausible qui va même s'implémenter, c'est quoi? C'est que ce pays-là va procéder à un certain redéploiement de ces militaires-là sur le sol africain. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la présence militaire américaine en Afrique est plus importante que ce que peut penser
et le Pentagone. Parce qu'il faut remonter dans l'histoire pour comprendre que tout a été consolidé à partir du 11 septembre 2001, lorsque ce pays-là avait été frappé par le terrorisme. Vous vous rappelez encore, avec cette frappe de Ben Laden. Donc, à partir de ce moment-là, les États-Unis ont fait, n'est-ce pas, de leur politique étrangère, de la lutte contre le terrorisme, le leitmotiv de leur politique étrangère. Et aujourd'hui, on voit bel et bien que, en dehors, après le Moyen-Orient, qui est le premier site de présence des forces américaines, l'Afrique se présente comme le deuxième pôle, le deuxième plus grand site où les États-Unis ont déployé ou alors se déploient militairement. Parce qu'il faut avec dire... 34 sites, dont 14 seulement à Djibouti. Tout à fait. Nous avons plus de 34 sites militaires américains en Afrique. Oui. Donc aujourd'hui, l'hypothèse la plus rationnelle, c'est que ce pays-là va procéder au redéploiement de ses militaires qui ont été, n'est-ce pas, ici chassés d'Agadez au Niger. Et vous avez fait très bien de faire une analyse, n'est-ce pas, ici en termes de brainstorming. Vous voyez que dans presque toutes les régions d'Afrique, les États-Unis sont présents militairement. Qu'on prenne l'Afrique centrale, les États-Unis sont présents au Tchad. Les États-Unis ont une présence en RCA encore. Qu'on prenne l'Afrique de l'Est, il y a le Kenya qui s'offre encore comme un terrain d'accueil. On a le Djibouti, et qu'on prenne l'Afrique du Nord, il y a l'Égypte, il y a le Maroc, il y a la Tunisie. Donc, lorsque vous voyez donc cette description militaire des États-Unis en Afrique, ça montre l'objectif ou l'enjeu qui se cache derrière ce déploiement-là. Donc aujourd'hui, moi je pense que ces militaires qui ont été chassés par les nouvelles autorités nigériennes, les États-Unis vont les redéployer peut-être en Afrique centrale ou alors en Afrique de l'Est, qui constitue ce qu'on appelle la corne de l'Afrique. Parce que l'objectif des États-Unis, c'est d'avoir un contrôle total sur la corne de l'Afrique, parce que la corne de l'Afrique est cette frontière, est cette localité ou cette surface géographique qui relie l'Afrique au Moyen-Orient. Donc moi je suis de ceux qui pensent que après le Niger, il y a deux hypothèses, où il y a deux régions qui risquent d'accueillir ces militaires-là. Nous avons l'Afrique centrale, fondamentalement au Tchad, pour essayer de rester totalement rapproché de cette sous-localité du Niger, mais aussi et surtout le Djibouti, qui est au centre même de la corne de l'Afrique. Donc, ce qui est sûr, il n'y aura pas retour aux États-Unis de ces militaires-là. Il y aura tout simplement un redéploiement toujours dans le sol africain. Et c'est ça qui est un problème aujourd'hui, parce que les Africains, ou du moins l'Afrique, c'est un pays africain aujourd'hui, n'arrivent pas à comprendre les messages ou les leçons qui se cachent derrière cette façon d'agir dans les relations internationales de certains pays. Lorsque vous voyez, par exemple, le financement que les États-Unis dépensent pour ce déploiement des militaires, j'ai essayé de faire les recherches avec, par exemple, la guerre que ce pays-là a menée en Iran. Ce pays-là a dépensé 200 millions de dollars pour faire cette guerre-là. 200 millions de dollars. Alors la question qu'on peut se poser est simple. Si les États-Unis sont capables de dépenser une très grande somme pareille, pourquoi est-ce que ces pays-là ne peuvent pas prendre cette somme-là et les orienter vers les projets de développement économique qui sont parfois aussi identifiés comme les causes du terrorisme en Afrique? Si cela n'est pas fait, je pense que c'est un élément qui démontre par voie de conséquence que l'objectif de ces pays-là n'est pas d'endiguer le terrorisme. L'objectif de ces pays-là, c'est tout simplement d'entretenir ce terrorisme-là dans l'optique donc de contrôler et d'exploiter
les ressources naturelles et les matières premières africaines. Parce qu'en Irak, la guerre avait été menée, ce n'était pas pour autre chose, c'était tout simplement pour le pétrole irakien. Donc lorsque vous voyez l'Afrique et cette capacité de déploiement militaire des États occidentaux et fondamentalement d'un pays comme les États-Unis, ça montre, ça devait interpeller les États africains en termes de partenariat, en termes de collaboration sur le plan international. Pour nous qui sommes panafricanistes, notre position est claire parce que nous sommes en guerre. Ce que les pays occidentaux présentent même comme terrorisme, c'est tout simplement pour échapper à ce qu'on appelle les sanctions, n'est-ce pas, de la communauté internationale, des violations des droits de l'homme. Ce qui est sûr aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre les pays occidentaux. Ce qu'on présente là comme terrorisme, ce n'est pas l'autre, c'est la guerre officielle que les États occidentaux ont déclarée à l'Afrique. Dans cette logique, donc, je pense que l'Afrique devrait s'organiser comme telle pour aller dans cette guerre-là. Et aller dans cette guerre-là ne consiste plus à accepter sur leur sol ces bases militaires étrangères. Et aller dans cette guerre-là consiste, premièrement, à les chasser du territoire africain parce qu'on s'est rendu compte que plus ces militaires sont présents sur le sol africain, plus le terrorisme va grandissant. On ne va plus rappeler ici l'exemple des pays comme le Mali, l'exemple des pays comme le Burkina Faso et même de ce Niger-là qui vient de s'inscrire dans cette dynamique-là. Depuis que les forces militaires étrangères sont parties du Mali, je pense que comparé à l'époque, n'est-ce pas, qui précède ou qui précédait l'arrivée de Assimi Goïta à la tête de ces pays-là, la situation semble aujourd'hui maîtrisée. Lorsqu'on voit le nord du Mali, il y a déjà l'autorité du gouvernement qui est déjà présente là-bas. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que cette façon de faire, cette manière de se comporter des pays occidentaux devrait être un indicateur, un donné à voir qui devrait, à mon avis, interpeller un donné à penser des États africains pour que ces derniers s'organisent pour combattre, pour comprendre que il ne s'agit pas des partenariats militaires, il ne s'agit pas encore moins des accords militaires sincères, mais il s'agit tout simplement des appâts, des stratégies de rapprochement, de pénétration pour tenir les Africains dans l'insécurité parce qu'ils ont compris que ce n'est que dans l'insécurité qu'ils pourront détourner l'attention des Africains des grands enjeux du développement économique. Donc aujourd'hui, on a envie d'imposer aux Africains l'aspect du terrorisme pour que l'Afrique ne pense jamais aux questions économiques, pour que l'Afrique ne pense jamais à son avenir. Maintenant qu'on a compris cela, je pense qu'il faut que l'Afrique tout entière s'organise pour que dans les jours à venir, qu'on ne puisse plus avoir sur le sol africain aucune base militaire étrangère. On a vu que l'Afrique peut s'organiser, l'Afrique a des moyens, n'est-ce pas, de se défendre. Si vraiment l'Afrique a la volonté et le courage, tout ce que les Occidentaux pensent, n'est-ce pas, ici, faire en faveur de nous, nous-mêmes, nous pouvons le faire par nos propres moyens, que ce soit humain, que ce soit matériel, voire même financier. Merci, Dr Sango. On va peut-être s'appesantir un peu sur l'Afrique de l'Est, car on sort bientôt de cette question pour parler de la deuxième thématique. On sait qu'en Somalie, par exemple, le gouvernement avait déjà annoncé la possibilité d'une création de 5 nouvelles bases militaires américaines sur son sol. On sait également que la Somalie est riche en minerais de fer, en étain, en gypse ou encore en bauxite du cuivre, mais aussi en uranium. Faudrait-il penser à la Somalie comme dévolue, comme pays choisi par les États-Unis, puisqu'un projet d'ouverture de 5 nouvelles bases, en plus de celles qui existent déjà, a été mentionné. C'est vrai, tout à l'heure on a évoqué également la question avec le Maroc en Afrique du Nord, mais faut-il penser forcément que les États-Unis se déplaceront de l'Ouest pour l'Est de l'Afrique? Oui, et rien n'est exclu, madame, parce que le choix des pays
des pays, n'est-ce pas, ici, qui abritent, n'est-ce pas, ces forces militaires étrangères, n'est pas politiquement neutre. Ces États occidentaux ne font pas leur choix, ne font pas leur choix au hasard. La preuve, si vous voyez les pays dans lesquels leurs forces militaires se trouvent aujourd'hui, vous allez vous rendre bel et bien compte que ce sont des pays qui sont soit des pays stratégiques en termes de positionnement géographique, soit des pays qui regorgent énormément des matières premières et des ressources naturelles, par exemple. Lorsque vous prenez par exemple le cas du Djibouti, on ne va pas minimiser les ressources naturelles qui sont présentes dans le sol de Djibouti, mais les États-Unis sont plus présents au Djibouti, beaucoup plus pour sa position géographique stratégique que pour ses ressources naturelles et ses matières premières. Donc aujourd'hui, lorsque vous évoquez par exemple la Somalie, c'est la même chose. La Somalie aujourd'hui, en termes de ressources naturelles et de matières premières, c'est l'un des pays qui caracole les premières positions en Afrique et même au niveau mondial. Donc si cette réalité-là, malgré qu'elle soit négativement fertile, est possible aujourd'hui d'évoquer, d'être évoqué, Oui. les États-Unis ne vont pas, n'est-ce pas, tenir compte de cette distance dont vous évoquez, parce que vous parlez de l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique de l'Est. Oui. La distance n'est pas un problème pour ces pays belliqueux occidentaux. Et si la distance était un problème, il ne serait pas arrivé en Afrique parce qu'il y a beaucoup, j'ai envie de dire, beaucoup de kilomètres qui séparent le continent africain de ces pays occidentaux. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'objectif ou alors l'intention est beaucoup plus stratégique que lié à la distance, moi je pense que les États-Unis seront prêts à partir de l'Est pour l'Ouest ou alors de l'Ouest pour l'Est en fonction de leurs intérêts, parce que c'est l'intérêt qui oriente leurs décisions et leurs actions. Donc aujourd'hui, moi je ne serais pas surpris que demain vous entendez que les États-Unis ont encore consolidé une base militaire au niveau de la Somalie. Pour moi, ce qui est même plus dangereux, ce n'est pas cette façon de se déployer des puissances occidentales. Parce que si on reste sur l'aspect technique et même politologique, on comprendra que ces États-là agissent de cette façon-là parce qu'ils sont en train de chercher l'intérêt de leurs États. Sur le plan politique, on ne peut pas faire le procès à ces États-là. Ce qui est plus important pour moi et ce qui est un peu ce qui me turlupine un peu et ce qui paraît beaucoup plus un peu malheureux, c'est le silence du comportement africain. C'est le comportement du continent africain qui n'arrive pas à comprendre que la présence de ces puissance occidentale en Afrique n'est pas une présence qui bénéficie à leurs intérêts. C'est ça le problème. Parce qu'au moment où certains États africains font des efforts pour sortir, n'est-ce pas, de cette oppression occidentale en chassant de leur sol ces bases militaires étrangères, paradoxalement encore, certains États africains continuent à accepter sur leur sol ces bases militaires étrangères. C'est ça qui cause problème aujourd'hui. Dans un contexte où nous pensons que l'Afrique doit s'acheminer vers la construction de son unité africaine. C'est ça qui cause problème aujourd'hui. Donc, comment donc faire pour que l'Afrique cesse de parler de manière, n'est-ce pas ici, divisée? C'est ça la véritable problématique à laquelle l'Union africaine et même les panafricanistes que nous sommes devraient poser aujourd'hui sur la table. Et parce que si on trouve la solution à cette équation-là, je pense qu'on aurait trouvé la solution au problème de l'Afrique. Si l'Afrique continue encore à procéder de manière divisée, et ce qui est sûr, même le combat que les États de l'AES sont en train de porter là aujourd'hui, si ces frères africains, ces autres frères africains n'entrent pas dans ce train de libération là, il sera très difficile pour eux de s'en sortir. Donc, moi j'en appelle à la conscience des États africains et de tous les États africains, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest, du centre comme du Nord. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à la convergence des actions.
on n'a plus besoin de procéder de manière divisée. Parce que lorsque vous faites un petit recours dans l'histoire, vous allez vous rendre bel et bien compte que c'est cette politique du diviser pour mieux régner qui a tué l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Qui avait tué l'Afrique et qui continue à tuer l'Afrique jusqu'aujourd'hui. L'Afrique continue encore à se servir de ces éléments de colonialité pour protéger leurs intérêts mercantiles, leurs intérêts personnels égoïstes, au moment où on doit chercher l'intérêt général du continent africain. Si vous voyez par exemple le processus de régionalisation et d'intégration qui est plombé aujourd'hui, qui n'arrive pas à avancer, et tout s'explique à partir de ces éléments-là. Les pays africains sont encore jaloux de cette pseudo-souveraineté que les pays africains et que les pays occidentaux leur ont concédé en 1960. Ce n'était pas des souverainetés réelles, c'était des souverainetés, n'est-ce pas ici, fragiles, sous-traitables, qui n'avaient rien à voir avec les vraies souverainetés. Donc aujourd'hui, le combat est, n'est-ce pas, dans le sens de prendre en main les vraies souverainetés. Parce que vous ne pouvez pas être un État souverain lorsque vous sous-traitez encore votre défense. Vous ne pouvez pas être un État souverain lorsque vous n'avez pas votre propre monnaie. Vous ne pouvez pas être un État souverain lorsque ce n'est pas vous qui vendez vos produits dans le commerce international. Vous ne pouvez pas être un État souverain lorsque vous ne pouvez pas prendre une position sur le plan international de manière souveraine et libre. À partir de ce moment, je pense que on doit comprendre que nous sommes encore des États néocoloniaux et que nous devons travailler ensemble pour sortir de cette situation négativement fertile. Donc, aujourd'hui, moi je pense que on doit travailler pour que les pays africains ne continuent plus à accepter sur leur territoire ou dans leur territoire les bases militaires étrangères. Si on réussit cet enjeu-là, je pense qu'on aura fait beaucoup de pas vers la construction ou la libération du continent africain. Merci docteur Sango pour votre analyse apportée sur cette première thématique, celle qui revenait évidemment sur la présence militaire américaine du côté du Niger, mais surtout son redéploiement sur le territoire africain. Quelques pays stratégiques, on a essayé de les citer avec vous, évidemment. À présent, on parle de toute autre chose et ce, sans transition. On parle de cette attitude du président Emmanuel Macron, mais surtout de sa déclaration selon laquelle la France pourrait officiellement envoyer du personnel militaire en Ukraine sans passer formellement par l'approbation de l'Union européenne ou encore des États-Unis. Alors, Emmanuel Macron, depuis plusieurs semaines, est en pole position en ce qui concerne la proposition d'envoyer des troupes au sol du côté de l'Ukraine. Plusieurs pays européens, à savoir l'Allemagne, se sont manifestés. Les États-Unis également, en tant que pays otanien, se sont manifestés pour refuter ces paroles, même si la Russie affirme qu'il y a déjà des troupes au sol du côté de l'Ukraine. Ces troupes sont otaniennes. Comment comprendre cette attitude d'Emmanuel Macron? Mais surtout, Emmanuel Macron essaierait-il de se positionner en leader en Europe ou alors de faire diversion sur les questions nationales de la France? Emmanuel Macron est dans une sorte d'agitation de surface. Il est en train de faire l'agitation parce que vous ne pouvez pas vous proclamer ou alors vous ne pouvez pas jouer le rôle de leader comme il a peut-être l'intention de le faire à travers les discours, à travers les interviews, à travers les communiqués et les émissions télévisées. Pour être véritablement leader, vous ne pouvez pas l'être si techniquement, stratégiquement, militairement, vous n'avez pas le socle qui accompagne ce leadership-là. La réalité, c'est quoi aujourd'hui? La réalité, c'est que la France parle sur le plan international parce qu'elle est portée par d'autres paradigmes sur le plan de sa fondation. La France parle au niveau international, j'ai envie de dire, existe au niveau international comme puissance, justement parce que elle est, n'est-ce pas, associée
n'est-ce pas, à d'autres ensembles. Aujourd'hui, ce qui fait la force de la France au niveau européen, c'est justement parce que elle est dans l'Union européenne. Elle est aujourd'hui classée peut-être deuxième puissance économique de l'Union européenne. C'est parce que elle puise également sa force au niveau de l'Afrique. D'accord? Lorsqu'on classe par exemple les armées au niveau de l'Union européenne, la France ne passe même pas en cinquième position. La Turquie est devant la France. Donc aujourd'hui, la France gesticule parce qu'elle sait qu'elle a le parapluie de l'OTAN. La France ne peut pas gesticuler devant un pays comme la Russie de manière bilatérale. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc aujourd'hui, le comportement de la France, c'est quoi? C'est qu'elle veut, n'est-ce pas, profiter de l'accompagnement de l'OTAN pour intervenir militairement en Russie. Vous avez compris son interview dernièrement, quand le président français disait que pour vaincre la guerre en Ukraine, l'Europe se doit d'être forte. D'accord? Donc cette façon de faire là est un élément qui montre, à mon avis, et du point de vue militaire et stratégique, que la France a peur. La France a peur. La France a peur, pourquoi? Parce qu'elle sera la plus perdante. Si Vladimir Poutine gagne la guerre qui est en train de se passer en Ukraine, la France sera la plus perdante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bel et bien que l'OTAN, lorsque vous voyez l'OTAN là, l'OTAN ne parle pas avec, que ce soit l'OTAN, que ce soit l'Union européenne, ces deux entités ne parlent pas avec unanimité et univocité quant à ce qui concerne l'issue de la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui sont beaucoup plus réservés et il y a d'autres qui sont les va-t-en-guerre. Et il y a plus les réservés que les va-t-en-guerre. D'accord? Les pays comme les États-Unis, les pays comme l'Allemagne, qui sont les poumons de cette association militaire-là, ne sont pas pour le déploiement militaire sur le sol. Mais est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite, Dr Sango, quand on sait qu'il y a déjà des militaires otaniens sur le territoire ukrainien? Bon, cette information-là, moi, je ne l'ai pas encore vérifiée. Elle n'est pas encore, du moins, officielle. Moi, je pense. Si ces militaires-là sont déjà sur le terrain, je pense que peut-être ça, c'est encore une nouvelle information. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est quoi? C'est que même si aujourd'hui, ces militaires-là sont sur le terrain, on observe une nette prudence qui caractérise ces acteurs-là. Parce que les conséquences de la guerre russo-ukrainienne au niveau de l'Europe ne se manifestent pas de la même manière. Lorsque la Russie a décidé de fermer ces gazoducs qui alimentaient l'Europe en termes de gaz et même de l'énergie, on a vu que les pays comme l'Allemagne étaient sévèrement plus touchés que certains autres pays. D'accord? Il n'y a pas que le gaz. Il y a également d'autres éléments stratégiques tels que le blé, tels que d'autres éléments tels que la farine par exemple. Pourquoi? Parce que la Russie aujourd'hui, je vous ai dit ça dernièrement dans l'une de vos émissions, ce qui caractérise la Russie et ce qui fait également son avantage, c'est que ce pays-là regorge presque toutes les matières premières du monde. Les matières premières qui puissent exister dans le monde, que ce soit le pétrole, que ce soit le bois, le gaz, le lithium, etc. Toutes ces matières premières-là sont présentes dans le sol de la Russie. Donc, à partir de ce moment-là, la Russie présente, n'est-ce pas ici, un avantage comparatif qui peut influencer les autres pays environnants. Et il faut savoir que la Russie est en cheval entre deux continents, entre le continent asiatique et le continent européen. Et la Russie est au milieu. Donc c'est en quelque sorte un état tampon sans lequel on ne peut pas véritablement s'en sortir sur le plan international. Donc à partir de ce moment-là, moi je pense qu'aujourd'hui, la France gesticule, la France montre qu'elle est un peu puissante parce qu'elle compte, n'est-ce pas, sur l'OTAN. Elle n'a pas elle-même une capacité militaire capable de dire que, ok, de manière bilatérale, je peux également procéder au déploiement des bases militaires en Ukraine. Elle ne peut pas le faire. Elle compte sur l'OTAN. Donc aujourd'hui que la situation pourrait avancer,
s'il arrive que aujourd'hui, et s'il est avéré qu'aujourd'hui, ces bases militaires otaniennes sont déjà présentes au niveau du sol, ça va constituer un tournant de cette guerre-là. Un tournant de cette guerre-là, pourquoi? Parce que Vladimir Poutine l'avait déjà prévu. Lui, il a prévu ça dans sa stratégie. Parce que lorsque cette action spéciale militaire a commencé, Vladimir Poutine avait déjà tout planifié. Donc si aujourd'hui l'OTAN s'achemine sur le sol, ça va constituer un tournant de la guerre qui risque de prendre d'autres tournures. Et la tournure la plus dangereuse, c'est l'embrasement du monde. On risque de s'orienter aujourd'hui vers la troisième guerre mondiale. Parce que si l'OTAN déploie ses bases militaires au niveau de l'Ukraine, la Chine va riposter par des moyens stratégiques. Et cette riposte-là, je pense que ne pourra pas épargner l'utilisation de la bombe atomique. Et vous savez qu'à partir du moment où on utilise déjà une certaine catégorie d'armes dans une guerre, ça montre qu'en réalité, la guerre a atteint un stade, n'est-ce pas ici, un stade tellement important qui risque de prendre, d'embraser tout le monde. Donc voilà un peu comment il faut dire l'attitude de la France. Pour moi, je pense que la France parle parce qu'elle sait qu'elle a le parapluie de l'OTAN. Avec le parapluie de l'OTAN, selon vous, docteur Sango, mais y a-t-il autre chose en dessous, justement, en ce qui concerne le leadership même français, le leadership même du président Emmanuel Macron, justement, dans son propre pays, où on rappelle de multiples manifestations se sont multipliées. Aujourd'hui, que le président français soit très intéressé par la question de Kiev et qu'il martèle à chaque intervention publique qu'il pourra envoyer près de 2000 soldats au sol du côté de l'Ukraine, ce qui ferait donc de la France un co-belligérant dans cette guerre sur le territoire ukrainien. Ne peut-on pas en voir en cela une sorte de fuite en avant du président Emmanuel Macron sur la propre politique interne de son pays? Oui, ça peut être qualifié comme une fuite en avant parce que lorsqu'on voit même sur le plan interne, le président Macron n'est pas à la hauteur de certaines grandes problématiques qui caractérisent la France. On a vu les gilets bleus récemment, on a vu la grève des agriculteurs et aujourd'hui, je pense que c'était encore hier, avec cette drogue, cette montée de la drogue dans une ville qu'on appelle Marseille. Donc lorsqu'on voit l'ancrage ou alors l'enchaînage de ces différentes problématiques auxquelles le gouvernement ou l'exécutif français n'arrive pas à apporter des solutions adéquates, c'est un élément qui montre que même sur le plan international, ce qu'il est en train de poser comme action ou de prétendre poser comme action ne peut être considéré comme une fuite en avant. Parce que nous disons toujours que la politique étrangère d'un État n'est que le prolongement de sa politique intérieure. Pour que vous soyez fort sur le plan international, il est important d'être déjà fort sur le plan interne. La force d'un pays sur le plan international dépend de sa politique interne. Vous ne pouvez pas être fragilisé sur le plan interne et penser que vous serez respecté sur le plan international. Donc, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, Macron est prêt, n'est-ce pas, dans cette étoffe sur le plan interne. Et lui-même, il sait qu'il est en train de faire son dernier mandat. Il n'a plus la capacité constitutionnelle de faire un troisième mandat. Donc dans cette logique-là, je me dis peut-être que c'est pour cela qu'il se comporte de cette manière-là. Parce que s'il était un président qui était en quête de l'adhésion, de la sympathie du peuple pour avoir un mandat prochain, je pense que son comportement devrait être rationalisé. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il est plus préoccupé par... même pas plus préoccupé, il mélange tout. Il est en train de tout mélanger. Il mélange tout, l'international, le national, il met tout dans un même panier et on n'arrive même pas à voir là où il apporte véritablement la solution. Donc aujourd'hui, moi je pense que la France est en train de traverser
des moments difficiles. Depuis que Emmanuel Macron est arrivé à la tête de ce pays-là, à mon avis, a dégénéré sur son plan politique. Et je peux être d'accord avec certains observateurs politiques qui disent que Macron serait le plus piètre des présidents de la cinquième République. Parce que lorsqu'on voit son attitude et sa façon de gérer et sa pratique managériale à la tête de l'État, ça a beaucoup plus apporté des conséquences négatives que politiques. Récemment, on a vu la sortie de Nicolas Sarkozy, des anciens présidents Nicolas Sarkozy et même François Hollande, qui disaient ne pas comprendre la façon de gérer d'Emmanuel Macron. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il a fait son temps et ce temps-là est en train de finir. Et il gagnerait, n'est-ce pas, à garder la France dans la quiétude avant de partir. Donc, aujourd'hui, la France est tout simplement le reflet de son président qui n'arrive pas à comprendre la réelle politique. Parce que même lorsque vous faites la politique, il y a une certaine façon de faire. On a vu l'interview de Nicolas Sarkozy dernièrement et où il a dit qu'à son époque, ce problème entre l'Ukraine et l'Europe persistait déjà. Entre l'Ukraine et la Russie persistait déjà, mais eux, ils ont géré ça de telle sorte que les belligérants n'en sont pas venus à s'affronter. Il a pris, n'est-ce pas, l'exemple avec Angela Merkel à l'époque à la tête de l'Allemagne pour montrer que à leur époque, ils ont défini des politiques, n'est-ce pas, de coopération, de partenariat et qui ont fait en sorte que ces deux belligérants-là ne se sont pas affrontés militairement. Donc aujourd'hui, après eux, aujourd'hui, lorsqu'on voit que ces pays-là s'affrontent aujourd'hui militairement avec l'avènement des nouveaux leaders tels que Emmanuel Macron, tels que John Biden aux États-Unis et même Shaft au niveau de l'Allemagne, on comprend bel et bien que l'un des problèmes aussi, c'est le leadership de ces acteurs-là qui n'ont pas su manager pour contenir la paix là où les velléités et déstabilisation étaient beaucoup plus fréquentes. Parce que partout dans le monde aujourd'hui, il existe des zones de crise, mais il y a des moyens de résoudre, n'est-ce pas, ces crises-là. Parce que le droit international est d'ailleurs clair. Le droit international privilégie la résolution des différends internationaux d'abord par des moyens pacifiques. On privilégie d'abord la paix, la conciliation. On privilégie le dialogue avant d'envisager le recours à la paix à la dernière minute lorsque les autres recours n'ont pas pu marcher. Donc aujourd'hui, on voit bel et bien que c'est plutôt le système renversé qui est implémenté sur le plan international. Chaque fois qu'il y a confrontation, il y a un conflit, on active le bouton de la violence pour vouloir résoudre ce problème-là. C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Donc moi, je pense que, comme vous venez de le dire là, c'est vrai, le problème d'Emmanuel Macron influence aussi négativement dans la politique interne de ces pays, de ces pays-là. Et ce problème que nous vivons aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie est aussi majoritairement lié au leadership de ces présidents qui sont aujourd'hui à la tête de ces pays qu'on appelle l'OTAN. Le président français a rappelé aux autres pays européens, je cite, « Il faut savoir faire preuve de courage », fin de citation. Celui-ci s'adressait à ceux qui se sont évidemment mis à dos lorsqu'il a annoncé vouloir faire descendre des troupes au sol du côté de l'Ukraine. On rappelle que sur le territoire français, plusieurs de la classe politique ont estimé que c'était une folie. Là, je récupère directement les propos des opposants et autres du côté de la France, une folie pour le président français d'imaginer participer de cette manière à la guerre, car aujourd'hui, l'on sait qu'il est possible d'aider l'Ukraine en termes d'armement, mais pas en termes d'hommes de manière officielle. Et Dr Sango, on rappelle que le président Macron a dit que de manière officieuse, cela pouvait se faire dans les plus brefs délais, mais de manière officielle, il faudrait encore évidemment passer par quelques autres tractations diplomatiques et même parlementaires. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, pour déployer, n'est-ce pas, des bases militaires dans un territoire,
que ce soit au niveau national ou alors au niveau régional, ça nécessite des procédures techniques et juridiques. Au niveau national, Emmanuel Macron ne va pas prendre la décision unilatérale. Et il va consulter son Parlement aujourd'hui. Or, lorsque vous voyez son Parlement ou alors la configuration de son Parlement aujourd'hui, ce Parlement-là n'est pas totalement acquis à sa cause. Plusieurs fois, il a été obligé d'utiliser le 49.3 de la Constitution pour faire passer certaines décisions parce que les parlementaires n'étaient pas totalement d'accord avec certaines de ces décisions-là. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, même s'il pose cette question d'intervention militaire au niveau de l'Ukraine, ça risque de ne pas passer au niveau parlementaire. Même chose au niveau de l'Union européenne. Ce qui est sûr, il y a une procédure parlementaire. Il y a également ce qu'on appelle les députés européens, le Parlement européen. Ça passe également par le vote pour prendre une action définitive. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que Emmanuel Macron, aujourd'hui, montre tout simplement sa face visible de l'iceberg. Il montre aujourd'hui qu'en réalité, il est un président qui est arrivé à la tête de la France, non pas parce qu'il avait un programme politique, non pas parce qu'il avait une vision, mais c'est quelqu'un qui est arrivé à la tête de la France par le fait de ce qu'on appelle les réseaux financiers. Il est aujourd'hui le reflet de ces réseaux financiers-là. Et il fait tout pour ces réseaux financiers-là, parce que toutes les actions qu'il pose au niveau de la France et même au niveau de l'Union européenne, on a la nette impression que ce sont des actions qui ne bénéficient pas, qui n'entrent pas dans l'intérêt des Français et même des Européens, mais des actions qui bénéficient à d'autres personnes. Parce que lorsque Emmanuel parle de l'intervention militaire, par exemple en Ukraine, ça montre que son objectif, c'est quoi? C'est de satisfaire les promoteurs des industries d'armement. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé à la tête par des réseaux financiers. Et ce qui porte le monde aujourd'hui, parmi les personnes qui sont financièrement nantis aujourd'hui sur le plan international, figure bel et bien cette industrie d'armement. C'est l'un des plus grands business aujourd'hui dans le monde. Donc, envisager ou alors travailler pour une intervention militaire en Ukraine voudrait que cette industrie d'armement nucléaire là, ou alors d'armement tout simplement, puisse tourner, parce qu'il va falloir maintenant utiliser plus d'armes, il va falloir utiliser plus de munitions, il va falloir utiliser plus de véhicules, n'est-ce pas, militaires, techniques et stratégiques. Donc aujourd'hui, moi je pense que pour comprendre la gesticulation ou le comportement politique d'Emmanuel Macron, il faut le rattacher avec ceux qui ont travaillé pour qu'il arrive à la tête de l'État au niveau de la France. Donc, il travaille pour satisfaire les intérêts de ces bailleurs de fonds que pour les intérêts de la population française et même de l'Union européenne. Parce qu'une guerre aujourd'hui en Ukraine signifie quoi? Elle signifie que cette guerre-là peut déjà embraser l'Europe. L'Ukraine est un pays tampon entre la Russie et l'Europe. Or, si une guerre éclate aujourd'hui en Ukraine, c'est quand même impensable de penser que ça n'aura pas de répercussions au niveau de l'Europe. Il y aura directement des répercussions. Et je pense même que c'est ce que Vladimir Poutine attend. Il attend tout simplement que cette guerre-là éclate pour bombarder ces pays d'Europe là, commençant même par la France. La France est même la cible la plus rapprochée de la Russie. Et c'est pour cela que vous pouvez comprendre le comportement des Français et de certains politiques français qui qualifient le comportement d'Emmanuel Macron de folie, d'un comportement irrationnel. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les conséquences qui pourraient, n'est-ce pas, subvenir suite à cette intervention militaire. Merci, docteur Sango. On rappelle quand même au passage que le président Emmanuel Macron, lors d'une interview, déclarait encore que c'est la sécurité de l'Europe qui se joue du côté de l'Ukraine. C'est la sécurité de l'Europe qui se joue du côté de l'Ukraine, mais aussi il s'agissait pour lui de rappeler que si la Russie gagnait cette
guerre, l'Europe perdrait la face. Une manière aussi de se positionner toujours en défenseur européen, en défenseur de la classe européenne, en leader même, on dira, de cette même classe européenne. Oui, c'est toujours bien de se positionner comme étant un protecteur de tes citoyens, comme étant un protecteur de tes associés, de tes alliés. Sauf que Emmanuel Macron, en utilisant cette formule-là, pose très mal la formule. Et la formule de la guerre défensive aujourd'hui de l'Europe vis-à-vis de la Russie est une formule qui ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Pourquoi? Justement parce que on a vu et on connaît le comportement de la Russie dans son déploiement international. La Russie n'est pas là pour chercher à étendre son influence au niveau international. La Russie n'a pas une ambition hégémonique. La Russie n'est pas en train de faire la guerre en Ukraine pour ravitailler ou alors rafistoler les territoires en Europe. Non, ce n'est pas de l'intention de la Russie. Donc aujourd'hui, la France ne peut pas dire que cette guerre-là est une guerre défensive, que l'Europe serait en train de faire une guerre défensive, une guerre de survie. Et ça ne peut pas tenir idéologiquement et même stratégiquement lorsqu'on voit les comportements des acteurs sur le terrain. C'est plutôt la Russie qui peut dire qu'elle est en train de mener une guerre défensive. Une guerre défensive, pourquoi? Justement parce que sur le plan historique, nous savons que l'Ukraine est un ex-État satellitaire de l'URSS. Donc, du point de vue historique et même anthropologique, l'Ukraine est un pays qui fait pas, qui est en osmose avec la Russie. L'Ukraine elle-même est une partie de la Russie. D'accord? À partir de ce moment-là, c'est la Russie qui se sentirait attaquée parce que mettre l'Ukraine sous l'influence occidentale, c'est rapprocher, n'est-ce pas, la Russie vers ce qu'on appelle l'abattoir européen. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et c'est ça l'objectif de l'Union européenne, du moins l'objectif du bloc atlantiste. Le bloc atlantiste voudrait se positionner en Ukraine pour déstabiliser la Russie, pour avoir un regard rapproché sur la Russie. Et ce qui est en train de se faire là est un vice petita de l'histoire. Il y a un précédent dans l'histoire. Parce qu'il faut vous rappeler qu'en 1962, avec ce qu'on a appelé les guerres des missiles, l'ex-URSS, puisqu'à l'époque c'était l'ex-URSS, l'ex-URSS avait procédé au déploiement de ses bases militaires dans un pays qu'on appelle aujourd'hui le Cuba. Et vous savez que du point de vue géographique, le Cuba est limitrophe aux États-Unis. Mais les États-Unis étaient sortis de leur pôle, de leur trou, pour dénoncer ce rapprochement-là en disant qu'ils se sentaient directement en danger. C'est parce que si les bases militaires de la Russie se trouvent déjà au Cuba, à tout moment, ces forces-là peuvent frapper les États-Unis. Donc, ils ont donc demandé le rapatriement de ces bases militaires de la Russie. La Russie avait obéi à cette injonction-là parce que ça obéissait au droit international. Ça obéissait au droit international. Mais aujourd'hui, c'est la même chose que nous sommes en train de vivre avec l'Ukraine. L'Ukraine est un ex-État satellitaire de la Russie. L'Ukraine est limitrophe à la Russie. Donc aujourd'hui, si les bases de l'OTAN se trouvent dans le sol ukrainien, c'est clair que la Russie va se sentir en insécurité. C'est un élément qui démontre que l'OTAN veut tout simplement se positionner stratégiquement pour déstabiliser la Russie. Et là, il ne faut pas avoir un doctorat en stratégie pour comprendre cette action-là. Donc dire aujourd'hui que c'est la France qui serait en train de faire une guerre défensive, pour moi, ça ne tient pas stratégiquement et militairement. C'est plutôt la Russie qui peut utiliser ce vocabulaire-là. Donc si la France en vient à utiliser ce vocabulaire-là, je pense que c'est tout simplement pour distraire l'opinion mondiale. Cette France-là aujourd'hui est une cette guerre-là aujourd'hui est une guerre, n'est-ce pas, de survie pour la Russie. La Russie, si elle veut survivre dans l'OTAN, elle doit gagner cette guerre-là. Et vous avez compris pourquoi Vladimir Poutine
avait dit à l'époque que cette guerre-là, la Russie va la gagner soit par la force, soit par la négociation. Il est question que l'Ukraine ne bascule pas sous l'influence occidentale, ou du moins cette Ukraine-là peut intégrer l'Union européenne, parce que c'est un pays souverain qui peut avoir des accords, n'est-ce pas, avec cette Union européenne, mais dire que l'Union européenne ou l'OTAN déploie en Ukraine ses bases militaires, c'est ce que Vladimir Poutine ne veut pas entendre. Donc c'est pour cela que son objectif est de dénazifier l'Ukraine. C'est le vocabulaire qu'il utilise. Oui. Il faut dénazifier l'Ukraine, c'est-à-dire enlever à la tête de l'Ukraine ces turiféraires de la guerre qui veulent, n'est-ce pas, essayer de déstabiliser la Russie. Parce qu'il faut vous rappeler qu'à l'époque, n'est-ce pas, Oui. de Poroshenko, c'est lui qui a précédé Zelensky à la tête de l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine vivaient en paix, il n'y avait pas de problème. Et c'était la nette quiétude, parce qu'en réalité, il n'avait pas ces ambitions de déstabilisation, ou du moins son prédécesseur était pro-russe, parce qu'il avait, n'est-ce pas, les bribes de l'histoire. Il savait que l'Ukraine et la Russie, c'était un même peuple. Mais vous avez donc vu comment les pays occidentaux ont travaillé, ont accompagné la campagne de Zelensky. Zelensky, c'est un comédien du point de vue de la formation. Oui. Vous savez comme moi que c'est un comédien. Effectivement. Voilà, c'est un artiste, c'est un comédien. Donc, les États occidentaux ont donc travaillé pour que ce dernier soit porté à la tête de l'Ukraine pour implémenter leur action. C'est ça que Vladimir Poutine n'arrive pas à comprendre. Donc, son objectif, c'est d'enlever ce nazi-là à la tête de l'Ukraine pour porter un nationaliste ukrainien qui restera fidèle à l'histoire de ces différents peuples. Merci infiniment, docteur Sango. Regard panafricain, c'est terminé. On vous remercie. On vous donne rendez-vous très prochainement, évidemment, sur nos médias. Merci infiniment à ceux qui nous ont regardés, écoutés. Merci à la partie technico-artistique qui était savamment orchestrée par Kelly à la mise en onde et derrière les caméras. Et à très bientôt sur For You Media Africa. Les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir, Niamey.